Bienvenue sur la chaîne Toutes nos différences. Je suis ravi de vous accueillir pour la troisième partie du podcast dédié aux troubles des comportements alimentaires chez les personnes TSA. Aujourd'hui, nous verrons un petit peu les aspects pratiques, pragmatiques, comment on peut accompagner une personne TSA dans la rééducation alimentaire sens par sens. Ce qui va être important, c'est de faire un bilan sensoriel. Enfin, c'est vrai que moi, je trouve que le bilan sensoriel est vraiment un outil qui nous donne une vraie base de travail de compréhension des différents comportements. Parce que ce qui rend les choses compliquées, c'est quand on veut analyser un comportement par un comportement. Quand on veut essayer de trouver une signification sur chaque chose dissociée les unes des autres. Lorsqu'on fait un bilan sensoriel, lorsqu'on voit les choses dans leur globalité, c'est ce que je vous dis depuis le début de ce webinaire, on peut beaucoup plus facilement faire du lien entre les différents comportements et voir si ça correspond plus à une hyposensibilité, à une hypersensibilité, au niveau de quel sens, au niveau du goût, au niveau de la viscéroception, au niveau de la thermoception. Et donc, du coup, de faire des hypothèses un peu plus précises, de bien pouvoir cibler notre intervention, notre rééducation, notre intégration sensorielle par rapport justement aux spécificités qui vont être identifiées avec l'ensemble des différents comportements. Maintenant qu'on a identifié ça, en gros, il faut qu'on puisse intervenir en prenant en compte ces sens-là, un par un, pour éviter justement des problèmes liés à l'absence de trait neuronal. C'est-à-dire qu'on va amener vraiment, on va faire un travail de rééducation, de désensibilisation, d'intégration sensorielle pour travailler sur les spécificités une à une. Et surtout, pour moi, l'essentiel et la chose à faire absolument, c'est de travailler en dehors des temps de repas. Le temps de repas est beaucoup trop complexe. Il y a beaucoup trop de choses qui jouent, même au niveau social, au niveau santé. C'est pas le moment de se battre. Parce qu'en plus, ça peut entraîner des comportements très problématiques, soit d'évitement total, comme je vous ai décrit, soit au contraire, quelque chose de l'ordre où l'enfant va tout manger tout le temps, tout le temps, tout le temps, et puis rendre ce moment-là un enfer pour l'ensemble de la famille, l'ensemble des personnes. Donc, les spécificités, enfin la rééducation, pardon, et l'intégration sensorielle doit vraiment être fait en dehors de ces temps de repas, à des moments bien particuliers, soit de prise en charge, soit même à la maison, de petits temps sous forme de jeu, pourquoi pas, et de voir, en fait, d'identifier en fonction des sens et de rééduquer sens par sens. Je me suis confectionné une petite mallette. À l'intérieur de la petite mallette, il y a différents matériels. Donc, une brosse à gencive, une brosse à langue. Il y a des petits verres en plastique. Dans la petite gourde, c'est de l'eau, tout simplement. Là, il y a de l'eau gazeuse, parce que ça change un petit peu la texture de l'eau et puis aussi le goût de l'eau. Des cotons-tiges. Et à l'intérieur de la trousse, vous avez un paquet de sucre, du sel, du curcuma, c'est pour la substance amère, des pailles en carton. Vous avez les petites boîtes en carton, c'est des brosses à dents à l'intérieur qui sont jetables et il y en a une pour chaque substance. Et voilà, ce petit kit, ça permet de travailler la désensibilisation au niveau de la texture et la désensibilisation au niveau du goût. Donc du coup, dans la séance, je fais un temps pour la texture, ensuite j'arrête, et puis après, je fais un temps pour le goût. Le minuteur est hyper important. Donc, encore une fois, c'est une séance en dehors du temps des repas. C'est vraiment une prise en charge à part entière. Et c'est hors alimentation. Si ce n'est, c'est juste des substances qui sont alimentaires, mais comme vous avez vu, c'est pas des aliments. L'idée, c'est d'avoir les différentes substances, les différentes saveurs dans de l'eau, et on va très progressivement les amener au niveau de la bouche. Donc, quand on veut travailler la désensibilisation ou même la resensibilisation, ce qu'on appelle l'intégration sensorielle au niveau du goût, on va le faire déjà d'une manière progressive, avec les parties où il y a le moins de récepteurs gustatifs. Donc, du coup, on va faire juste sur le bord des lèvres, puis on va amener à l'intérieur des lèvres pour faire en sorte qu'il y ait un petit contact avec la salive, une diffusion de la salive sur les récepteurs gustatifs sur la langue, qui va permettre une diffusion progressive du goût. Et puis, le premier travail va faire en sorte, pour la personne hypersensible, qu'elle puisse déglutir. Voilà, et ingérer même cette petite substance-là avec la salive. Le travail pour la personne qui a une hyposensibilité gustative, c'est qu'elle garde cette saveur-là sans l'ingérer tout de suite. Parce que ce qu'on va faire avec une personne qui a une hyposensibilité gustative, on va l'entraîner à bien intégrer de l'information
dans la bouche, à bien pouvoir aussi, entre guillemets, en profiter pour pouvoir se rendre compte que c'est ça qu'elle cherche. C'est-à-dire qu'on va maximiser les sensations d'une manière dirigée en lui amenant nous-mêmes les différentes stimulations avec des produits non alimentaires pour qu'ensuite elle puisse demander ces temps-là aussi de prise en charge à part entière euh, avec des outils qui sont définis et qui sont vraiment du matériel de travail. Et donc, du coup, on va amener donc, petit à petit donc, à l'extérieur des lèvres, à l'intérieur des lèvres, on peut amener aussi à l'intérieur des joues, et puis après, bah, petit à petit, on va aller vers la langue. Pour une personne qui a une hypersensibilité, la langue, ça va être vraiment très progressif, et en dernier, on va, dans un premier temps, vraiment agir sur la diffusion du goût par la salive. Ça va être des temps très très courts, c'est-à-dire que plus la personne a une spécificité, plus on va être sur juste une exposition très rapide, très minime, avec les différents supports. Les différents supports, si il y a une hypersensibilité tactile, on va les travailler aussi dans un premier temps sans rajouter le goût. Pourquoi il y a une brosse à langue, une brosse à gencive, une brosse à dents et des cotons-tiges, c'est pour aussi diversifier le toucher et amener des choses qui vont être plus faciles à tolérer dans un premier temps. Donc, quand on a une hypersensibilité tactile, ce qui va être plus facilement acceptable, ça va être tous les objets durs, parce que justement, c'est une sensation proprioceptive. Donc, à ce moment-là, on va amener une stimulation forte contenante en écrasant en fait les lèvres, donc la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Ensuite, on va amener une stimulation à l'intérieur de la joue, étirer la joue des deux côtés pour pouvoir provoquer un étirement des muscles masséters et donc du coup une libération des noradrénaline. On va faire ce premier travail-là vraiment sur le tour de la bouche, le devant des lèvres, à l'intérieur des lèvres aussi. Pareil, on va amener un étirement à l'intérieur des lèvres avec le matériel. Le mieux, dans un premier temps, c'est de prendre le dos enfin le manche de la brosse à gencives ou le manche de la brosse à dents en plastique jetable. Là, c'est des brosses à dents en bois, donc du coup, il y a du goût quand même, la brosse à dents en bois. Donc plutôt une brosse à dents en plastique et d'avoir un support en plastique jetable euh, avec lesquels on va amener des sensations proprioceptives qui vont permettre une meilleure acceptation de la stimulation. Une fois que cette stimulation-là est tolérée, acceptée, sur un temps court, moi en général, je commence par compter moi-même. C'est-à-dire que je dis, bah, je vais t'appuyer sur les lèvres, je compte jusqu'à 3, à 3 j'arrête. Lorsque on arrive à faire le 3 sur le devant des lèvres, à l'intérieur des joues, des deux joues, sans aucun problème, à ce moment-là, on va augmenter un petit peu le temps. Et puis quand on arrive à 10 secondes, bah à ce moment-là, on va amener un petit peu à l'intérieur de la bouche. Donc du coup, on va amener toujours pareil, la proprioception, c'est la porte d'entrée, la proprioception, qui va être tapotée sur les dents, tapotée en haut, en bas, au niveau des dents, pour amener cette résonance-là, qui amène cette sensation de contenance. Pour la personne qui va être en hyposensibilité, eh ben, on va l'amener, on va stimuler plus, sans que lui contrôle la stimulation. C'est-à-dire que souvent, la personne en hyposensibilité, elle va vouloir manger, ingérer, mâcher, contrôler. Donc en fait, on va apprendre à la personne que c'est le milieu extérieur qui va répondre aux besoins. Pour la personne en hyposensibilité, on fait exactement la même chose, mais on prend moins de précautions au niveau du temps. On va pouvoir dire, voilà, on va faire 20 secondes, 30 secondes. Pendant 30 secondes, on va maximiser, vraiment, on va amener plein de stimulations en limitant tout ce qui est conduite d'autostimulation, de détournement de l'objet. Et puis, une fois que ça sonne, on arrête, on bloque un peu les mains pour pas qu'il y ait une recherche, et puis après, on va recommencer. Ce travail d'intégration sensorielle est essentiel parce que du coup, ce qui va vraiment limiter les conduites d'autostimulation, ça va être le fait que la personne intègre petit à petit, ça peut prendre du temps, bien évidemment, que le milieu extérieur répond aux besoins. Et ça, c'est vraiment, moi je dirais que c'est l'aspect essentiel de l'accompagnement d'une personne TSA, c'est quand la personne TSA comprend que le milieu extérieur répond à ses besoins sensoriels, que ça soit en termes d'hyposensibilité ou que ça soit en termes d'hypersensibilité. Cette jeune en question là, ça a été hyper compliqué au début, mais quand elle a vu que je prenais en compte, elle avait des gros troubles du comportement, elle mordait, enfin c'était très très compliqué, même si elle était verbale. Et quand elle a vu, au bout de 3 4 séances,
que je respectais son type de sensibilité, que j'apportais des choses très progressives, au final, qu'elle pouvait largement supporter, on peut avancer. Et la personne qui est en autostimulation et qui est en hyposensibilité, si elle se rend compte que le milieu extérieur répond à son besoin, même si c'est d'une manière ponctuelle, elle commence à identifier le fait que le milieu extérieur peut répondre à son besoin et donc du coup de pouvoir différer. Donc moi je travaille énormément avec des personnes effectivement qui sont aussi en détournement euh, des objets permanentes, notamment en hyposensibilité vestibulaire, même en hyposensibilité gustative. Et le fait de structurer ce moment-là avec, en revenant aussi par la proprioception, parce que c'est vraiment un sens important, ça permet vraiment tout doucement de canaliser les types du comportement. Donc ça, on va faire avec les différents supports, progressivement. Dans un premier temps, comme je vous disais, plutôt par les objets durs, qui vont pas avoir une double contrainte aussi. Le bois, c'est une double contrainte parce que c'est un certain goût, plus vraiment le plastique. Et ensuite, on va changer les textures. Donc, on va habituer avec une matière, et puis après, euh, la séance d'après, on va faire la matière avec laquelle il commence à s'habituer, plus une autre petite matière sur une seconde. Donc, une brosse à gencives qui est un petit peu plus granuleuse, un peu plus avec des piquants, un petit peu plus molle. Les cotons-tiges qu'on peut tremper dans l'eau avec une texture un peu différente. La brosse à langue qui a un côté en plastique plus mou. La brosse à dents avec le dos de la brosse à dents plus après les brosses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles au niveau de l'oralité, bah, qui ont des gros problèmes à se laver les dents. Donc moi, ce que je fais, c'est que le premier travail, c'est avec la brosse de stimuler, bah, pareil, dans le même sens. C'est-à-dire qu'on va vraiment sur les joues, sur la peau, sur le proprioceptif. Et ça permet après de pouvoir stimuler autour de la langue, autour du palais. Euh, donc ça, c'est un vrai travail de désensibilisation qui est essentiel, qui permet de travailler et le goût et le toucher, l'oralité. Au niveau de l'odorat, il y a différentes choses qui existent. Moi, j'utilise beaucoup, dans un premier temps, des huiles essentielles avec des cotons-tiges. Le bilan sensoriel permet d'établir un petit peu les fréquences d'odeurs qui vont être supportées ou pas supportées. Et il va y avoir aussi un vrai travail d'identification d'une odeur qui, au contraire, va être rassurante. Et même pour les personnes hyposensibles, on va identifier, et ça c'est valable pour toutes les personnes qui ont des autostimulations perpétuelles et qui détournent les objets, on va identifier le besoin auquel répond cette autostimulation, choisir un objet, donc là en l'occurrence une odeur. Moi par exemple, il y a une jeune que je suis qui a 19 ans, non-verbale, qui sent tout, tout le temps. Elle sent tout sans arrêt. On a étudié avec sa maman, donc on a fait une grille d'observation. Elle avait listé tous les objets qu'elle pouvait prendre, qu'elle pouvait sentir. Puis à chaque fois qu'elle en prenait un et qu'elle en sentait un, elle mettait une croix. Comme ça, on essayait de voir à la fin de la journée, sur plusieurs semaines, combien de fois elle avait pris tel ou tel objet pour voir s'il y avait une tendance qui allait se dégager. Et puis on s'est rendu compte, grâce à cette grille, qu'elle allait chercher des tissus, des vêtements, et on a fait une autre grille et on s'est rendu compte au final qu'elle allait chercher l'odeur de la lessive. Et que c'était l'odeur de la lessive qu'elle qu'elle allait rechercher particulièrement. J'ai demandé à la maman de faire une lessive avec différents tissus, de mettre une blinde de lessive dans la machine à laver, qu'il y ait une forte odeur de lessive, d'imprégner voire même un petit peu de lessive sur les vêtements, sur les tissus, et de pouvoir faire en sorte que la personne ait ces tissus-là tout le temps, sur elle, dans la poche, dans le manteau, voilà. Et en fait, dès qu'il y avait un détournement d'objet, hop, on lui demandait de reprendre son objet. On a vraiment diminué d'une manière considérable le détournement de tous les objets pour avoir vraiment juste cette stimulation-là avec l'olfaction et qui n'est pas aussi en dehors des repas et donc du coup aussi qui va limiter l'ingestion, ça a diminué vraiment le comportement alimentaire parce que bah, même pendant le repas, elle va sentir sa lessive, donc du coup, elle mange moins. Elle est moins attirée par l'odeur de la nourriture, ça va moins créer cette sensation de faim et cette envie de pouvoir ingérer les choses et manger les choses. Et donc du coup, on va agir aussi par le biais de l'odorat sur le comportement alimentaire. Donc au niveau de la désensibilisation, quand il y a une hypersensibilité, ça va être la même chose. On va essayer d'identifier une odeur en particulier
qui peut être rassurante, contenante, et on va faire la même chose, c'est-à-dire que du coup, on va imprégner quelque chose. Alors, il y a différentes choses qui existent. Il y a le fait de mettre des tissus dans les poches, il y a le fait d'avoir toujours un petit foulard autour de soi ou une écharpe, peu importe, qu'on va imprégner d'une odeur particulière. Souvent, ça va être des odeurs fortes, identifiables, qui soit d'huile essentielle, soit de parfums de fleurs, de lessive, comme je vous ai dit, différentes odeurs comme ça qu'on va essayer de cibler. Donc c'est un vrai travail parfois de pouvoir cibler les choses. Et puis du coup, on va apporter cette stimulation-là qui va rassurer, qui va permettre ce qu'on appelle le mécanisme de compensation sensorielle sur un plan unimodal. Donc, il y a une hypersensibilité au niveau de l'odorat et nous, on va apporter sur le même plan le mécanisme de saturation par compensation sensorielle. Et puis, la désensibilisation, ça va être une confrontation, petit à petit, de différentes odeurs. Donc moi, j'aime bien, j'ai acheté plein de petites fioles d'huile essentielle. Et puis, parce que l'avantage, c'est que ça fait pas un gros parfum, donc je peux juste les déboucher, mettre un petit peu le coton-tige, refermer. Ça diffuse pas dans la pièce. Et j'amène juste une simulation un peu lointaine au niveau du nez. Puis après, j'essaye de rapprocher, pareil, avec un temps très déterminé, très court au début. Ça permet aussi d'identifier certaines odeurs en fonction des réactions qu'il va y avoir, ça va être clair. Il y a aussi des odeurs qui clairement vont tout de suite déclencher des Walkers, tout de suite déclencher aussi, voire même des troubles du comportement. Et donc du coup, là, du coup, on a des indications claires aussi sur ce qu'il faut qu'on travaille, ce qu'on ramène petit à petit. Et cette confrontation aux odeurs, elle va être faite très progressivement et surtout avec des choses, dans un premier temps, non alimentaires, pour pouvoir rééduquer au niveau désensibilisé, au niveau de l'odorat, sans qu'il y ait cet aspect d'identification de l'aliment avec les autres sens, au niveau visuel, au niveau et même au niveau gustatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation. Quand vous avez une petite fiole, il n'y a pas de représentation de l'aliment. C'est une huile essentielle, c'est autre chose. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui marche très très bien et qui permet vraiment une désensibilisation sur le goût, l'odorat, le toucher. Au niveau du visuel, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure sur le packaging, euh, ce que j'ai été amené à faire là, dans ce cas précis que je vous ai cité tout à l'heure en exemple, le packaging, clairement, il y avait la couleur. Le bleu, le rouge, très typique au paquet de Prince, qui avait changé. La proportion du bleu et du rouge avait changé. Donc, du coup, a priori, le goût avait changé. Enfin, tout avait changé. Et refus de l'aliment. Donc, du coup, déjà, dans un premier temps, on avait transvasé pour voir si c'était vraiment un problème de packaging, pour vraiment valider notre hypothèse. Ça avait marché, il avait pu manger, parce que des fois, quand il change le packaging, il y a quand même un petit changement de goût aussi. Là, en l'occurrence, ça passait quand même, ça passait. Et après, ce qu'on a fait, c'est que devant lui, on a transvasé de paquet en paquet. On lui donnait un gâteau, il croquait dans le gâteau, je reprenais le gâteau, je le posais dans l'autre paquet, je lui redonnais le gâteau. Au début, ça a été très très compliqué. Juste, fallait qu'il mange un tout petit morceau de gâteau, et puis après, il pouvait manger tous les gâteaux qu'il voulait. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu travailler au niveau visuel, parce que comme il n'y avait pas de problème de goût, comme s'il y avait une grosse appétence au niveau de ces gâteaux, là, j'ai pu aussi un petit peu désensibiliser autour de ça. Après, surtout, ce que j'ai fait, c'est que on a changé, sans lui demander de manger, en prise en charge, j'ai changé la couleur des aliments. Je lui ai donné un gâteau, et puis j'ai mis des petits colorants alimentaires naturels dessus, bleu, rouge, jaune qu'on peut trouver au rayon pâtisserie, pour changer en fait l'apparence et l'habituer au fait que le prince peut changer de couleur, peut changer d'apparence avec le prince qui est sorti de son emballage. Donc ça avait été tout un petit travail de voir les choses. Donc lui, après il rigolait. C'était un jeune vraiment qui avait beaucoup de troubles du comportement, mais qui avait pas de langage, mais qui pouvait aussi beaucoup, enfin, rigoler, être dans l'expérimentation des choses après. Et ce que j'avais fait aussi, du coup, c'est qu'on avait, dans un premier temps, parce que pour le coup, je ne voulais pas installer la rigidité, mais dans un premier temps, pour qu'il mange d'autres aliments que ses princes, on avait installé une assiette bleue avec un verre bleu. Et dans l'assiette bleue, il mangeait de tout. Il mangeait ses pâtes, il mangeait ses haricots, il mangeait sa viande, il mangeait son poulet, chose qu'il n'avait pas mangé avant. Ou alors en très 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 petite quantité. Et puis après, petit à petit,
on a joué un peu sur les supports, on a joué avec l'apparence visuelle en dehors de l'alimentation. Et puis après, j'ai fait des jeux avec lui sur prendre un petit morceau de poulet qu'il mangeait, le mettre de l'assiette bleue à l'assiette rouge et qu'il mange le tout petit morceau tout et kiki de poulet de l'assiette rouge. Mais ça, c'était pas pour le temps du repas. C'était vraiment en dehors. Donc du coup, le temps du repas, il avait son assiette bleue, il avait son assiette, enfin ses aliments et tout ça. Donc, il n'y avait pas de condition pour la nutrition. C'était une condition en dehors du temps de repas sur un tout petit truc avec une valorisation aussi au niveau de son prince qui pouvait manger comme il voulait. Pour faire en sorte de dérigidifier un petit peu cette fausse croyance, parce qu'on est dans une fausse croyance, même si elle a des raisons sensorielles avec une synesthésie, ça reste quand même une fausse croyance, sur le fait que l'alimentation, enfin l'apparence change le goût. Donc voilà, donc on a travaillé beaucoup sur l'apparence des choses et on a chercher une flexibilité et autant des aliments, en changeant la couleur des aliments, en changeant l'apparence des aliments, et puis celle des supports et des packaging. Et petit à petit, il a pu vraiment diversifier son alimentation. Alors quand je parle de diversification, c'est-à-dire qu'il ne mange pas de tout. Les aliments que je vous ai cités, c'est les aliments vraiment qu'il a pu manger au bout d'un an. Euh, mais haricots verts, pâtes, poulet, viande rouge, poisson pané, et après tout ce qui est crudité, ça c'était bon, il pouvait les manger aussi, tout ce qui était dur, ça allait. Donc ça limitait aussi les différentes carences alimentaires, parce que c'est ça qui est important, c'est vraiment ça aussi qu'on va viser quand on va travailler la rééducation des troubles des comportements alimentaires, c'est tout ce côté de carence que ça peut engendrer, qui peuvent être graves, qui peuvent avoir de vraies conséquences sur la santé. Et puis sur la fatigabilité, le stress et générer aussi des troubles du sommeil. Au niveau de l'audition aussi, c'est important de pouvoir vraiment cibler, de pouvoir faire des expériences claires sur est-ce que l'environnement sonore joue sur le comportement alimentaire. Moi, je sais qu'il y a pas mal de familles qui me disent, je sais que c'est pas bien, je sais que ça peut être vécu comme de la maltraitance, mais pour qu'il mange, en fait, on le laisse manger tout seul dans sa chambre. Pour moi, ça, c'est pas de la maltraitance, justement. Bien au contraire. C'est qu'en fait, on a bien identifié que le problème, c'était l'environnement sonore lié à l'alimentation. Et que l'enfant, il préférait ne pas manger plutôt que de se confronter à l'alimentation. Euh, Ça, je pense que vous le savez déjà. Je le dis pour les personnes qui savent pas. On dit souvent que, un enfant ne se laissera jamais mourir de faim. Pour les enfants TSA, c'est faux. Un enfant TSA peut avoir cette force et cette rigidité-là, pardon, de s'empêcher de manger jusqu'à de gros problèmes de santé, dès lors que c'est pour éviter des stimulations qu'il supporte pas. Donc ça, pour moi, le fait que dans un premier temps d'identifier les besoins et dans un premier temps répondre aussi au fait que on a identifié qu'effectivement il mangeait tout seul. Bon, nous, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est qu'ils mangent. Donc, du coup, on respecte aussi les hypersensibilités, notamment les sensibilités qu'il va avoir au niveau sensoriel, tout en se disant que le travail, c'est de faire en sorte qu'ils puissent manger au milieu d'autres gens. Parce que malheureusement, dans la vie, on n'a pas tout le temps le choix. Donc, le but du jeu, c'est de faire qu'ils puissent s'adapter. Là, moi, il y a un travail que je fais avec un enfant qui ne pouvait pas manger à la cantine du tout. J'ai travaillé pendant un an l'alimentation, enfin la désensibilisation au niveau auditif dans ma salle, au cours des séances. Et là maintenant, il va avec sa gamelle, on a réussi à avoir une autorisation de l'école, il va avec sa gamelle à l'école. Et il va pas manger dans la cantine, il va manger avec deux de ses camarades qui sont avec la ESH dans une salle à part. Donc il a fait ça pendant 2 semaines. Il a toléré de manger avec ses enfants, avec ses camarades. Il mange, pour l'instant, c'est assez restreint, mais il mange, alors qu'avant, il mangeait pas du tout à la cantine. Et là, depuis 2 semaines, avec un timer, il va manger la moitié de son dessert, donc c'est les bananes. Il va manger la moitié de sa banane dans la cantine, assis avec les autres copains. Il a un timer,
il a non seulement une mission qui est la moitié de la banane, et il a un timer qui est 2 minutes. Il doit rester 2 minutes maximum au milieu de tout le monde. Une fois que son timer sonne, bah, il retourne dans la petite salle. Et en fait, on fait ça d'un point de vue très progressif. C'est-à-dire que jusqu'au moment où les 2 minutes sont très bien, qui va pas être stressé, qui va pas être énervé, qui va pas chercher à se lever et qui va manger sa banane, bah après, on va augmenter à 3 minutes. Et petit à petit, bah, le travail est de faire en sorte qu'il puisse faire un repas, même s'il est écourté, au milieu de gens, pour que aussi les parents puissent l'amener au restaurant, pour qu'il puisse avoir un choix, un réel choix, en fait, petit à petit, voilà, enfin, dans sa vie aussi en grandissant. Tout en sachant que la première sensibilisation a été faite vraiment avec la mise en place du casque. La mise en place du casque a été problématique à cause du toucher. On a désensibilisé au niveau de l'audition. Et puis, on a amené, une fois que ça se passait beaucoup mieux et qu'il avait augmenté vraiment son seuil de tolérance au niveau de l'audition, bah, à ce moment-là, on a pu le confronter dans le milieu petit à petit pour faire en sorte qu'il puisse accepter voilà, et réintégrer avec de l'exposition, donc vraiment dans les phases de prise en charge au niveau sensoriel. Pour moi, il y a 5 éléments essentiels vraiment à prendre en compte. C'est l'utilisation d'objets comme outils thérapeutiques. Les objets doivent être transformés en outils thérapeutiques. Ça, c'est essentiel. Par exemple, un casque. Si on met un casque à réduction de bruit, c'est pas juste l'enfant il le met quand il veut, parce que c'est un enfant. Même un adulte, elle a déjà des habitudes. Donc du coup, en créer une nouvelle habitude, ça peut être compliqué. Combien d'adultes savent que c'est bien pour eux de faire du sport, mais ils le font pas? Savent que ça serait bien qu'ils fassent ça, un peu de méditation, un peu de relaxation, ou un peu de ça, mais ils le font pas. Parce que justement, ça veut dire changer de fonctionnement. Donc quand on veut mettre en place quelque chose, il faut pas qu'on attende que la personne mette en place de nouvelles habitudes toute seule. C'est trop compliqué ça. Donc il faut que nous, on mette en place des protocoles pour transformer cet objet en outil thérapeutique, c'est-à-dire qu'elle comprenne vraiment l'intérêt de l'utiliser. Là, ça va être vraiment la première phase. Et puis après, on va l'installer, et puis après, petit à petit, on travaillera sur le fait qu'elle n'en ait plus besoin. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, ça va être la désensibilisation. Donc là, c'est ce que je vous décrivais, avec une confrontation vraiment très progressive. La désensibilisation, c'est ça, hein, on est vraiment dans la thérapie cognitivo-comportementale, dans l'exposition très progressive, très contrôlée des choses, et surtout pour l'alimentation en dehors des temps de repas, j'insiste là-dessus. Euh, Ensuite, on est sur un mécanisme de compensation sensorielle, trouver aussi un sens, comme je vous disais, par rapport à l'odorat, au niveau de la proprioception aussi, d'amener des stimulations qui vont permettre de pouvoir faire des efforts, de pouvoir supporter les stimulations désagréables, et surtout, voilà, la structuration, dernier élément hyper important, la structuration spatio-temporelle, un espace dédié, un objet dédié, qui sont clairs, qui sont imposés. Même si c'est pour le bien, mais c'est imposé, c'est-à-dire qu'on peut aussi décider, ne serait-ce que par rapport à la personne qui adorait la lessive, de dire, bah voilà, tu sens la lessive, mais pas autre chose. Voilà, on va structurer avec un objet, et on va structurer aussi dans l'espace, avec des temps qui sont bien dédiés, avec des espaces où ils peuvent manger, ça c'est important aussi. C'est-à-dire que même quand vous avez des personnes qui vont manger tout le temps et pouvoir faire, bah on va essayer aussi de structurer l'espace. C'est-à-dire à un moment donné, on va déplacer la personne en disant, bah voilà, tu manges ici. Ici, tu as le droit, et puis ailleurs, t'as pas le droit. Et puis ce travail-là, il faut qu'on le fasse d'une manière systématique et généralisée avec l'ensemble des intervenants, pour faire en sorte qu'il y ait des endroits qui soient identifiés à l'acte. Voilà. Ça, c'est important parce que ça fait partie de la structuration spatiale et puis la structuration temporelle que j'ai décrit auparavant avec l'utilisation de minuteurs, de timers, peu importe, tout ce qui permet de quantifier le temps. Ça peut être un truc visible, ça peut être les sabliers, ça peut être toutes sortes de matériel dès lors que ça parle à la personne et ça permet à la personne de pouvoir avoir des repères tangibles autour de cette notion du temps et savoir que ça va pas durer longtemps et se rendre compte qu'au final, il peut fournir cet effort sur 2 secondes, sur 3 secondes, et aussi qu'il peut nous faire confiance. C'est-à-dire que quand on va amener quelque chose de désagréable, c'est pas longtemps. Que quand on va amener quelque chose d'agréable, on répond assez aux besoins. Voilà, donc ça c'est important de travailler parce que ça permet aussi de travailler le pairing, forcément la relation de confiance qui va s'installer. Voilà, c'est la fin de ces podcasts sur les troubles du comportement alimentaire
et les TSA, en espérant vous avoir apporté des informations importantes qui peuvent vous aider au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à très vite dans de prochaines vidéos. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions aussi parce que ça pourra me donner des sujets d'autres vidéos. Parce que le plus important pour moi, c'est de pouvoir aussi répondre à vos questions d'un point de vue pratique, pragmatique, et pas juste de faire de la théorie comme ça, mais de pouvoir vraiment répondre à des questions de chacun et vous accompagner au mieux dans votre quotidien. À très vite.